Le fil info. Et c'est Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Avis d'ébullition à Pipikissi. La vie ne sera pas levée sans de l'eau pour tous. La Première Nation Cri de Pipikissi en Saskatchewan a indiqué que l'avis de faire bouillir l'eau en vigueur depuis 2014 dans la communauté ne sera levé lorsque toutes les maisons seront raccordées à de l'eau potable. La Première Nation Cri de Pipikissi est située à environ 110 km au nord-est de Regina. La décision d'imposer un avis de faire bouillir l'eau avait été prise lorsque des problèmes ont été constatés à l'usine de traitement d'eau. L'usine a été réparée et produit à nouveau de l'eau potable, mais de nombreuses maisons ne disposent pas de conduite directe. Selon les dirigeants de cette communauté autochtone, l'avis sera levé lorsque tous les foyers de la communauté auront un accès direct à l'eau propre provenant de la station locale d'épuration. Les 132 maisons qui n'ont pas de ligne directe obtiennent leur eau à partir de citernes ou de puits privés. L'eau des citernes est acheminée par camion depuis la station d'épuration. Les coûts élevés s'expliquent par la distance qui sépare de nombreuses maisons de la nation de Pipikissi de la conduite d'eau principale. Dans une déclaration, Service aux Autochtones Canada s'engage à fournir de l'eau potable et propose un partage des coûts pour l'infrastructure des canalisations. Service aux Autochtones Canada s'est engagé à collaborer avec la nation Cri de Pipikissi afin de fournir un service d'eau sûr et fiable aux foyers de la communauté. Cela inclut une offre de partage des coûts pour la mise en place d'un réseau de canalisation, en plus d'un financement pour couvrir 50% des coûts associés au raccordement des maisons et 50% des coûts associés à l'ingénierie et à la gestion du projet, explique le ministère. Le gouvernement néo-démocrate de Wab Kinew a déposé mardi son premier budget. Le document promet de réaliser diverses promesses électorales, notamment dans le domaine de la santé, dont la réouverture de l'urgence de l'hôpital Victoria. Il ébauche un retour à l'équilibre budgétaire dans 4 ans, tout en s'engageant à certains allègements fiscaux pour les Manitobains moins aisés. Le ministère de la Santé voit son financement augmenter de 13,5%, soit 980 millions de dollars de plus que dans le budget de l'année précédente. La province affirme que cet argent permettra, entre autres, d'embaucher 1 millier de travailleurs supplémentaires, soit 100 médecins, 210 infirmières, 90 travailleurs paramédicaux et 600 aides en soins de santé. Cette mesure coûtera environ 310 millions de dollars. De plus, des investissements en infrastructure de 635 millions contribueront notamment à la conception d'une salle d'urgence à l'hôpital Victoria et à Ericsdale. Il n'y a aucune date de réalisation pour ces projets, mais Wab Kinew a déclaré qu'il souhaite que la construction commence à l'hôpital Victoria d'ici 2 ans. Le budget total du ministère de la Santé est désormais de 8,2 milliards de dollars. Ça reste le principal poste de dépenses de ce budget provincial de 24,1 milliards. En tout, les dépenses du Manitoba ont augmenté de 6,1% par rapport à l'année précédente. Le gouvernement prévoit par ailleurs un déficit de 796 millions de dollars. L'année précédente, le budget progressiste conservateur prévoyait un déficit de 363 millions de dollars. Le déficit de 2023 a finalement été revu et chiffré à 2 milliards de dollars par le nouveau gouvernement. La province s'engage à un mélange d'allègements et d'augmentation de taxes et d'impôts. Le revenu total de la province doit augmenter de 22,4 millions de dollars à 23,3 millions de dollars. La dette nette du Manitoba doit donc augmenter de 35,4 milliards, soit 38,5% du produit intérieur brut. Sécheresse. L'option de dériver l'eau d'un bassin vers un autre est envisagée en Alberta. Alors que l'Alberta est sous la menace d'une grave sécheresse, la possibilité de recourir au transfert d'eau d'un bassin versant contenant suffisamment d'eau vers un autre faiblement rempli est une option qui est de plus en plus évoquée dans la province. Rebecca Schultz, ministre albertaine de l'Environnement et des zones protégées, a dit que certains districts ont souvent évoqué le sujet au cours des derniers mois. Plus de 80% des réserves d'eau de l'Alberta se trouvent dans la moitié nord de la province, mais 80% de la demande se situe dans le sud. L'année dernière, lorsque le réservoir Oldman a baissé jusqu'à un niveau jamais atteint depuis 2001, le district municipal de Pincher Creek a été contraint de transporter l'eau dans la communauté par camion pour environ 7500 $ par jour. La dérivation de l'eau, que ce soit pour des usages municipaux, industriels ou autres, a souvent lieu dans les sous-bassins de la province entre les 4 sous-bassins de la rivière Saskatchewan Sud, par exemple.
exemple. Les 4 sous-bassins de cette rivière répondent aux besoins en eau de 4 grandes villes de l'Alberta, Red Deer, Calgary, Lethbridge et Medicine Hat. Les dérivations entre bassins, en revanche, sont rares, comme le fait remarquer Shannon Frank, directrice générale du conseil de réservoir Oldman. Quelle que soit la quantité d'eau concernée, les transferts doivent être approuvés par le législateur en adoptant une loi spéciale en ce sens, conformément à la loi sur l'eau de l'Alberta. Faire dériver des quantités d'eau d'une source vers une autre modifie le type d'eau. L'Alberta possède la plus grande superficie irriguée du Canada, soit environ 690 000 hectares. Sur cette superficie, 566 000 hectares se trouvent dans le sud de la province, le long du bassin de la rivière Saskatchewan-Sud. Un projet de loi pour permettre aux Premières Nations de la Colombie-Britannique de posséder des terres. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déposé un projet de loi mardi pour reconnaître le droit des Premières Nations d'acquérir et de détenir des terres dans la province. En déposant le projet de loi en chambre, Murray Rankin, le ministre aux relations avec les Autochtones et à la réconciliation, a dit vouloir s'assurer que personne n'ait à faire face à des barrières discriminatoires pour posséder des terres. Selon les lois actuelles, la vaste majorité des Premières Nations de la Colombie-Britannique ne peuvent acquérir, détenir ou vendre des terres en leur propre nom, à moins d'en avoir obtenu le droit à travers une loi spécifique comme la signature d'un traité. En l'absence d'entente spécifique, les Premières Nations doivent donc mettre en place des entités juridiques à leurs frais ou trouver une solution alternative pour acquérir des terres. S'il a adopté le projet de loi 13 à travers des modifications à la loi sur les terres et à la loi sur la propriété, précisera que les Premières Nations sont reconnues comme des personnes juridiques selon les lois fédérales et qu'elles ont le droit d'enregistrer des titres de propriété auprès du Bureau d'enregistrement des titres fonciers de la Colombie-Britannique. En conférence de presse après le dépôt du projet de loi, le ministre Rankin a rappelé le fait qu'historiquement, les Autochtones n'avaient pas le droit de posséder des terres et que des mesures correctives n'avaient pas encore été prises afin de reconnaître juridiquement des communautés autochtones. Des discussions étaient en cours depuis décembre dernier entre les Premières Nations, les nations signataires d'un traité moderne, d'autres paliers de gouvernement, l'industrie et le milieu des affaires afin de corriger cet état de fait. Aux côtés du ministre Rankin, le directeur politique du Sommet des Premières Nations, Hugh Bracker, a souligné l'aspect historique du projet de loi. Un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a rejeté la demande d'un ancien pompier de Yellowknife visant à réexaminer une décision lui refusant une compensation liée au harcèlement au travail. Le juge Andrew Mahar a pris parti en faveur de la ville, statuant que la demande était prématurée. Mahar a déclaré que l'ancien employé de la ville n'avait pas encore épuisé ses options en dehors du tribunal et pouvait toujours demander au tribunal de la sécurité sociale des travailleurs de réexaminer son appel. Selon les documents de la Cour, l'homme a commencé à travailler comme pompier et ambulancier pour la ville de Yellowknife en décembre 2018. Il est incontesté qu'il a été harcelé à 4 reprises sur son lieu de travail entre le moment de son embauche et juin 2020. Dans 3 cas, un superviseur l'a contraint à porter son équipement de protection comme punition et dans un cas, il l'a obligé à porter un avertisseur en bois pendant 3 semaines. L'homme a demandé une compensation au motif qu'il avait subi de graves blessures psychologiques en raison du harcèlement. Une demande que la Commission de la sécurité et de l'indemnisation des travailleurs a refusée. La Commission a déclaré que les incidents interpersonnels relevaient des relations de travail et n'étaient donc pas indemnisables. Cependant, le comité de révision de la Commission a déterminé en mai 2022 que l'employé avait droit à une compensation constatant que sa blessure était le résultat d'un harcèlement au travail. À la suite d'un appel de la ville, le tribunal d'appel de la sécurité sociale des travailleurs a annulé cette décision, bien que le tribunal ait convenu que l'homme avait développé un trouble psychologique en raison du harcèlement. Il n'a pas jugé qu'il avait droit à une indemnisation. Des célébrations riches en émotions à Iqaluit pour le 25e anniversaire du Nunavut. Danse de tambours, concerts, chants de gorge, nourriture traditionnelle, les célébrations organisées lundi à l'occasion du 25e anniversaire du Nunavut ont fait ça le comble à Iqaluit. Le 1er avril 1999, le Nunavut était le dernier territoire à faire son entrée dans la Confédération canadienne, un moment charnière pour l'histoire du pays, mais surtout la réussite d'un travail de longue haleine pour le peuple inuit à l'origine
l'origine de ce rêve d'autonomie. La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a effectué sa première visite officielle au Nunavut pour assister aux festivités. Elle a notamment pris part à un repas communautaire qui a rassemblé des résidents d'Iqaluit, dont des aînés et des familles. Durant son discours, Mary Simon a souligné le cheminement parcouru par le territoire au cours des 25 dernières années, ainsi que le travail accompli par les créateurs, dont John Amagwalik, connu comme étant le père du Nunavut. Elle a ajouté qu'elle lui avait rendu visite lundi à l'occasion d'une cérémonie privée pour sa nomination à l'Ordre du Canada, un moment chargé en émotions. Au nombre des invités figuraient notamment le député fédéral du Nunavut, Laurie Idlut, la commissaire Eva Ariak, le ministre fédéral des Relations couronnes autochtones, Gary Anandasangari, et plusieurs anciens politiciens du Nunavut. Le premier ministre est notamment revenu sur la récente signature de l'entente de dévolution entre le Nunavut et Ottawa, qui est venu concrétiser le rêve de longue date du territoire de devenir pleinement maître chez lui. Des artistes de tous les âges se sont partagés la scène au courant de la soirée, dont le groupe The Trade Off, le duo de chanteuses de gorge Thomas Leza et Liana Wilson, ainsi que des violonneux. Plusieurs spectacles se sont lancés sur la piste de danse et en ont profité pour se déhancher au rythme de la gig. Le fil sportif. La Saskatchewan remporte l'or au championnat canadien de curling en fauteuil roulant. L'équipe de la Saskatchewan remporte l'or au championnat canadien de curling en fauteuil roulant. Samedi, le capitaine Gilbert Dash et ses coéquipiers ont défait en finale l'alignement de Terre-Neuve-Labrador par la marque de 7-6. Jacob Weiserman, survivant de la tragédie de Humboldt, s'approche de Paris 2024. Jacob Weiserman fait partie des survivants de l'accident d'autobus de Humboldt en Saskatchewan. Paraplégique depuis l'accident, il a donné au Canada une place aux Jeux paralympiques de 2024 dans la catégorie Skiff PR1. Jacob Weiserman fait partie des 13 survivants de l'accident d'autobus de Humboldt en Saskatchewan. Il était un des 2 gardiens de but de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt. Les skieurs dévalent les pentes d'Assisipi une dernière fois cette saison. Les skieurs et les planchistes ont dévalé les pentes de la station de ski d'Assisipi dans l'ouest du Manitoba une dernière fois samedi pour clore la saison. Alors que l'hiver a été doux au point de limiter les activités hivernales dans la région de Winnipeg, Assisipi a connu une saison incroyable. La pente de ski est située à 150 km au nord-ouest de Brandon. Un joueur des Wheat Kings de Brandon suspendu 8 matchs pour dopage. La Ligue de hockey de l'Ouest a suspendu l'attaquant des Wheat Kings de Brandon, Matt Henry, pour 8 matchs en raison d'une violation de la politique anti-dopage de la Ligue canadienne de hockey. C'est la première infraction du joueur selon un communiqué de la Ligue publié vendredi. Dans une déclaration publiée vendredi, les Wheat Kings ont indiqué que l'équipe a appris cette semaine que Matt Henry avait obtenu un test positif pour une substance améliorant la performance. Dante Giamamorioli, un jeune hockeyeur malvoyant que rien n'arrête. L'adolescent d'Edmonton a une maladie génétique dégénérative qui lui fait perdre la vue, mais qui ne l'empêche pas d'exceller dans sa passion. 2 jours après avoir appris qu'il faisait désormais partie de l'équipe canadienne de hockey sonore, Dante Giamamorioli est l'un des 6 nouveaux joueurs de cette équipe de 20 athlètes formés pour affronter l'équipe des États-Unis le 12 avril et 14 avril à la série internationale de hockey sur glace aveugle 2024 à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Connor McDavid et les Oilers sont sans pitié pour les Ducks d'Anaheim. Connor McDavid a marqué 2 buts et a ajouté une passe pour aider les Oilers à vaincre les Ducks d'Anaheim 6-1 samedi à Edmonton. McDavid a du même coup prolongé sa séquence à 7 matchs avec au moins 1 point. Mattias Ekholm a obtenu 1 but et 2 aides pour les Oilers qui ont remporté un 3e duel de suite. Adam Henrik, Warren Fiegel et Zach Hyman ont aussi touché la cible. La formation de l'Alberta montre un rendement 16 victoires, 2 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire à ses 20 dernières rencontres à domicile. Le prix des billets des Canucks aux séries éliminatoires prend son envol. Les partisans des Canucks de Vancouver qui veulent assister à un match à domicile des séries éliminatoires risquent de payer le prix fort car les billets coûtent déjà plusieurs centaines de dollars sur les sites de revente. Les Canucks sont la première équipe canadienne à accéder à la séries éliminatoire de la Coupe Stanley cette saison. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.